Pendant 500 ans, entre le XIIe et le XVIIIe siècle, la Corse a prospéré dans le giron de la République de Gênes, profitant de l'essor des Génois en Méditerranée pour s'urbaniser et développer localement une économie vivrière capable de satisfaire les besoins de la population. La Corse est alors le prolongement de la République de Gênes dans la mer Tyrrhénienne, et ses cités portuaires rayonnent vers l'Italie, la France, l'Espagne. Il existe bien entendu de grandes disparités entre les différentes régions de l'île, tout au long de la période génoise et notamment entre le littoral et les vallées reculées de la haute montagne insulaire. Mais le bilan de cette domination génoise est plutôt globalement positif. Celle-ci a effectivement éradiqué les guerres féodales et leur cortège d'exactions, permis de résister tant bien que mal aux razzias des pirates ottomans et doté l'île d'une structure administrative et politique cohérente. Avec l'éloignement des guerres au début du XVIIe siècle, une élite locale a même émergé dans les territoires ruraux, aux portes des cités génoises de l'île. Une élite qui fournit désormais un nombre conséquent de docteurs d'église, d'hommes de loi, de médecins, d'officiers, et brigue des fonctions de plus en plus importantes dans la société insulaire. En cette fin de XVIIe siècle, la Corse vit donc de belles heures, assurément les plus glorieuses depuis de longs siècles et la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais cet état de paix et de développement économique connaît un brusque arrêt dès le premier quart du XVIIIe siècle. Un vaste mouvement contestataire naît soudainement dans les campagnes reculées de l'île, puis se propage avec fureur en direction des villes. La Corse bascule dans une nouvelle ère de révolte sanglante. Les motivations immédiates et profondes aussi des révoltes de Corse, de ce grand relancement de la révolution de Corse à partir de 1729 et de 1730, ces motivations, ces motifs sont nombreux. Mais on peut résumer l'ensemble à quelques points importants. Tout d'abord, bien sûr, une révolte qui part du Bodio et de quelques querelles sur le paiement des tailles dans un village précis, avec aussi une véritable émeute antifiscale qui suit ce premier soulèvement localisé, avec en même temps, depuis plusieurs années en Corse, une véritable disette, notamment une vraie pénurie extrêmement grave des grains depuis 1727 et 28. Et puis, à tout cela se greffe le sentiment dans la population, dans les milieux vraiment populaires, d'une véritable crise de l'exercice de la justice en Corse, une justice que les autorités génoises sont incapables d'appliquer et de rendre égale pour tous, avec une véritable vraie crise là, morale de ce point de vue-là. Et c'est à la suite de ces soulèvements populaires que, peu à peu, le soutien des notables va se greffer et s'adjoindre. Si le ressenti des populations les plus pauvres de l'île, victimes de malnutrition et exaspérées par une pression fiscale très importante, est à l'origine des premiers mouvements de révolte contre Gênes, un mal plus profond s'est en réalité installé entre les notables de la société insulaire et les colons génois des grandes cités de l'île. Un mal qui va réellement exploser au grand jour durant les révoltes, transformant alors ces soulèvements populaires en une véritable révolution.
Alors on fait toujours commencer les révolutions de Corse par ce paysan du Bozzo Cardone et qui ne pouvait pas payer sa baioca d'impôt à la République de Gênes. Et on dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un grand embrasement en Corse et que tout part de là. Dans le même temps, on peut se demander si ce n'est pas un mythe qui a été forgé par les élites corses beaucoup plus tard pour avoir un grand assentiment de la population corse. Mais à mon avis, les choses viennent de plus loin, c'est-à-dire qu'on a deux phénomènes qui préparent tout ça dès la deuxième moitié, en gros, du XVIe siècle. C'est d'une part le Concile de Trente, qui va faire le renouveau spirituel qu'on sait dans l'Église catholique, mais pas seulement, qui va permettre à beaucoup de Corses d'aller faire des études en Italie, d'avoir un niveau intellectuel qui va devenir de plus en plus élevé, d'une part. Et d'autre part, c'est au civil, là, c'est la République de Gênes qui, après, dans la partie de la deuxième moitié du XVIe siècle et pendant tout le XVIIe siècle, va avoir une politique extrêmement intelligente, même si nous on la décrit, en matière agricole, en matière d'organisation. Et donc il y aura cette organisation qui va être typique de l'époque baroque, qui est un âge d'ordre, qui va permettre à une société de se développer. Donc on a ces deux choses qui se rejoignent, c'est-à-dire d'un côté une société corse qui accède à la richesse, une richesse modérée quand on voit les grandes familles nobles génoises, mais qui accèdent à la richesse parce qu'ils sont marchands à Bastia, ils sont commerçants dans le Cap, ils ont de grandes propriétés en Castagniccio ou en Balagne, ce sont des vieilles familles nobles dans le sud. Et ces familles-là arrivent à un niveau de prospérité économique très très raisonnable. À côté de ça, vous avez ces Corses qui partent à l'université de Padoue près de Venise, à Rome, à Pise, à Naples pour certains, et qui se forment. Et tout ça va faire qu'on va avoir une classe dirigeante qui a des moyens raisonnables, qui est prospère, qui a un haut niveau intellectuel et qui va être profondément choquée de la réalité politique en Corse. Parce que la réalité politique en Corse, c'est quoi ? C'est la République de Gênes gouverne la Corse avec très peu de moyens, très peu de soldats sur place, une administration plutôt efficace, mais elle ne reconnaît pratiquement rien aux Corses, aucun droit de représentation aux Corses. Et ça, les Corses vont très mal le vivre. Ils se souviennent que la Corse est un royaume, c'est le pape qui l'a érigé en royaume dès 1297. Ils trouvent que la République de Gênes ne les reconnaît pas assez, ils ne leur donne pas une place assez importante, et petit à petit, ils vont commencer à se dire, par-delà les questions économiques, mais si on regarde bien, il n'y a pas de grande famine en Corse entre le XVIe et le XVIIe siècle. Et donc on a l'impression que c'est plutôt cette élite corse qui s'est formée, qui s'est enrichie, et qui considère qu'elle doit accéder aux affaires. Il ne faut pas oublier que la population de la Corse possède aussi de vieilles lignées seigneuriales, d'extraction chevaleresque, écartées du pouvoir par les Génois, mais dont les descendants éprouvent toujours une vraie frustration quant à leur éviction politique. En ce début du XVIIIe siècle, ils forment encore une faction considérable de l'élite insulaire et occupent des fonctions importantes en dehors de l'île, puisque le système génois les exclut. Parmi ces élites, on trouve Luigi Giafferi, qui est colonel à Venise, tout comme l'étaient son père et son grand-père, et Andrea Cecaldi, colonel au service de l'Espagne. Tous deux vont s'illustrer dans les mouvements de Corse en prenant la tête des insurgés en 1729, en compagnie d'un prêtre, l'abbé Raffaelli. Ce ralliement de notables corses au service de l'étranger pose alors la question de l'influence des autres nations d'Europe dans cette rébellion contre Gênes, un État souverain, vieillissant, objet de bien des convoitises. La Corse des années 1720, c'est une Corse dans une Europe en paix. Louis XIV vient de mourir en 1715 et on a 30 années de paix en Europe, ce qui est rarissime, jusqu'en 1744. Donc 3 décennies de paix. Et on a cette Corse qui séduit les grandes puissances du moment. L'Angleterre entre en Méditerranée à partir de 1694. C'est le premier hivernage de la Royal Navy en Méditerranée. La France développe son arsenal, l'arsenal de Toulon, l'arsenal de Marseille. Et donc la Corse, elle séduit, elle va même séduire la Russie, parce que ça serait une étape sur la route de Catherine II, quelques années plus tard, pour aller combattre l'Empire ottoman. Et par conséquent, tous les regards européens se portent sur cette île
qui est séduisante, parce qu'on est à une époque de marine à voile, et donc la Corse, c'est une escale pour tout le monde. C'est un réservoir de bois pour les mâts, avec les forêts, Vitsavone, Ayton. C'est un réservoir de chair, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les sangliers, les cerfs, les lapins, les lièvres. Donc, pour des escadres qui sont des escadres de vaisseaux et qui sont des escadres de galères, c'est un réservoir d'eau et une sorte de garde-manger. Et donc, l'Europe focalise sur cette Corse, ce qui fait que les premières cartes de Corse que l'on a au XVIIIe siècle, elles sont allemandes, elles sont hollandaises, elles sont françaises, et ces causes extérieures se greffent sur un climat intérieur où la population corse, qui est intellectuellement mûre, avec des personnages comme Hyacinthe Paoli, par exemple, qui a une cinquantaine d'années en 1729, eh bien, les deux phénomènes se conjuguent pour arriver à l'explosion de 1729, des causes internes, fiscales notamment, et des causes externes, qui sont les regards européens sur l'île. Toujours est-il que la situation dans l'île se dégrade rapidement, sous l'impulsion d'une population paysanne bien décidée à faire valoir ses droits auprès des Génois et des notables bastiais, qui occupent des positions enviables dans le système mis en place par Gênes. Le 19 février 1730, 4 à 5 000 hommes se réunissent dans la plaine, aux portes de la ville de Bastia, puis marchent sur la capitale insulaire. Depuis le rempart de la citadelle, les soldats génois tirent en direction de la foule. Le cortège se détourne alors de la place forte, jugée imprenable, et se répand à travers les bas quartiers de la ville et du port. La ville est mise à sac, les entrepôts et les magasins sont pillés. Rien n'échappe à la fureur des assaillants, ni les belles demeures des riches bastiais, ni les biens d'église. Les maisons particulières sont incendiées, les couvents saccagés, les hommes molestés ou tués, les femmes violées. Durant 2 jours et 2 nuits, Bastia et ses environs connaissent la terreur d'une violence gratuite, qui se déchaîne contre tous ceux, habitants des villes, accusés de s'enrichir au détriment des campagnes. Depuis la citadelle, les notables génois et pro-génois assistent impuissants au carnage. L'un d'eux, Hyacinthe Paoli, s'interroge sur la suite des événements. À l'inverse des autres chefs corses, il n'est pas issu d'une grande famille militaire, mais a bénéficié étant jeune d'une bourse d'études génoises et a reçu une solide formation universitaire. C'est un docteur en droit, érudit, qui a épousé une femme fortunée, de belle ascendance, et s'est fait nommer Noble 12, c'est-à-dire l'un des 12 représentants du peuple corse intervenant auprès du gouverneur de l'île pour toutes les questions de gestion locale. Il fait partie de ces familles montantes que le système génois a favorisées et qui détient une position sociale bien affirmée. En 1729, c'est-à-dire l'année justement du début des révolutions, les Génois donnent à un certain nombre de notables la possibilité de mettre des armes chez eux, alors que les armes sont interdites, suivant la décision de 1715, de pouvoir stocker des armes chez eux et d'avoir des escortes pour pouvoir organiser la défense de petites zones bien précises. Hyacinthe Paoli fait partie de cela, mais d'autres, Tchekal, par exemple, ou Jaffer, etc., obtiennent effectivement dans le même temps Tadei. Enfin, il y a toute une série de futurs des futurs chefs de 1729 qui obtiennent effectivement la possibilité d'avoir une escorte, des armes, etc., pour Hyacinthe Paoli pour la défense de Pontenove. Voilà, donc, c'est quand même assez révélateur de la position déjà qu'a Hyacinthe Paoli. Mais Hyacinthe Paoli n'est pas insensible aux souffrances et aux colères de la population rurale insulaire. S'il essaye dans un premier temps de calmer les ardeurs des révoltés, il se rend vite compte que l'exaspération du peuple est profonde et bien ancrée, et que le mouvement grossit de semaine en semaine pour désormais toucher une bonne partie de l'île. Après de longs mois d'hésitation, Hyacinthe Paoli s'engage fermement aux côtés des insurgés et prend alors les commandes de la révolte. Pourquoi se rallie-t-il aux insurgés ? Je serais tenté de dire qu'il ne se rallie pas dans le groupe dans lequel il est.
En fait, dans la réalité, le gros des anciens amis de Gênes bascule à ce moment-là, en 1730, vraisemblablement parce que les Génois ne veulent rien lâcher. Il y a un niet qui revient de manière trop régulière, c'est non, 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 sur quoi les Gênes reviendra 3 ans plus tard. En 1733, on va voir effectivement, mais là en 1730, il y a un refus, et d'une certaine façon, c'est quelque part, ce sont des notables. S'ils veulent continuer à être des notables, à avoir effectivement du monde autour d'eux, il leur faut à tout prix, d'une certaine façon, s'ils ne peuvent pas les suivre, il faut qu'ils les dirigent. Donc, d'une certaine façon, ils basculent effectivement dans le camp des dirigeants, dans le camp des généraux de la nation. Hyacinthe Paoli n'est pas un militaire comme les autres généraux de la Corse, mais un érudit et un homme de loi. En 1733, il prend la tête de la révolte et réfléchit à doter l'île d'une administration particulière, avec des règles institutionnelles indépendantes du pouvoir génois. Dans les campagnes, les accrochages entre groupes d'insurgés et régiments génois se multiplient. Les impôts ne sont plus versés et les marchandises ne circulent que très épisodiquement en direction des cités génoises. L'état d'insurrection est quasi permanent, mais la situation s'enlise sans qu'aucune partie n'entrevoie réellement de porte de sortie à la crise. En 1735, Hyacinthe Paoli, Luigi Giafferi et Andrea Cecaldi, les 3 chefs incontestables du mouvement rebelle, proclament l'indépendance de l'île et annoncent la rédaction d'un premier projet de constitution. Quelques mois plus tard, un baron westphalien, Théodore de Neuhoff, débarque dans l'île. Il répond probablement à l'invitation des chefs insulaires et s'engage à leur apporter l'aide militaire et logistique dont ils ont besoin pour s'emparer des cités et vaincre les garnisons génoises. Ce baron westphalien, qui a passé toute sa jeunesse à la cour de France dans les dernières années du règne de Louis XIV. Il a 21 ans lorsque Louis XIV meurt en 1715, qui a été élevé à Versailles, qui est dans l'entourage de la princesse palatine, qui a des relais de famille jusqu'en Irlande, est très lié ensuite avec l'Espagne, notamment via le cardinal Alberoni, ministre du roi d'Espagne. Il est lié ensuite à un certain nombre de grands aventuriers de ce XVIIIe siècle naissant et remuant. Et on le retrouve dans un certain nombre de péripéties à Constantinople, auprès de gens qui ont servi la France, puis devenus renégats, servent l'Empire ottoman. Et on le retrouve à Tunis, et on le retrouve un peu partout, entre la Méditerranée, la France, etc. Mais il débarque avec un navire modeste, avec 1500 paires de chaussures, de quoi équiper un peu de monde, avec de l'or, des sequins tunisiens en particulier, avec des fusils et des munitions, avec un capitaine anglais, mais sur un navire qui vient de Tunis. Il a manifestement eu des contacts avec un certain nombre des responsables corses de la révolte, et notamment un certain nombre de ses chefs politiques ou militaires. Ces contacts, directs ou épistolaires, l'ont incité à quitter un rêve qu'il avait, devenir un monarque au Mexique, pour rejoindre la Corse. Et ce n'est pas tout à fait un hasard non plus. Les contacts de Neuhoff avec ses émissaires corses cherchant des appuis géopolitiques importants sont des contacts sérieux. Lui-même est-il totalement convaincu de tout ce qu'il découvre dans l'île? A-t-il préparé vraiment les opérations? S'est-il bien documenté? Certainement, puisque, à coup sûr en tout cas, il a consulté un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de cartes, car il ne faut pas oublier non plus qu'en ce début de la révolte contre Gênes, la Corse devient
un motif et un lieu d'intérêt pour une partie des puissances d'Europe. On voit fleurir un peu partout, notamment dans des lieux où Nehof a été en garnison ou en responsabilité, des cartes de la Corse et de sa situation, ce qui n'était pas le cas quelques années avant. La Corse entre véritablement, géopolitiquement, à nouveau dans l'histoire en ce début du XVIIIe siècle, et Nehof, qui n'est pas qu'un grand intrigant ou qu'un grand aventurier, mais qui manifestement a une ambition politique, a visiblement aussi pris des contacts importants, dont naturellement un personnage qui est déjà bien ancré dans le drame de cette révolution et qui est le père de Pascal Paoli, Hyacinthe Paoli. Dès l'arrivée de Théodore de Nehof en mars 1736, Hyacinthe Paoli se présente à lui pour se mettre à son service et rallier à sa cause l'ensemble des leaders des mouvements corses. Et comme l'homme débarque avec des souliers, des armes et des munitions, qu'il distribue généreusement à tous ceux qui accourent vers lui, il est rapidement acclamé par une foule qui grossit de jour en jour. S'appuyant sur cette popularité, les chefs de la rébellion corse s'entendent pour l'élire roi de Corse, un mois à peine après son débarquement, le 15 avril 1736. Si la propagande française et génoise du XVIIIe siècle a essayé de présenter ce personnage comme un aventurier peu scrupuleux, débarquant dans l'île en pensant profiter de la situation de désordre pour en devenir le chef, l'enchaînement des événements sur une si courte période semble au contraire attester d'un projet mûrement réfléchi et rondement mené, probablement sous la baguette d'un Hyacinthe Paoli désireux de trouver une issue à un conflit sans fin. Vêtu d'un long manteau écarlate, doublé de fourrure, portant une perruque surmontée d'un chapeau à large bord retroussé, Théodore Ier est acclamé par une foule en délire, rassemblée devant le couvent d'Alesani, où un trône de fortune a été érigé en toute hâte sur la place publique. Proclamée indépendante, la Corse vient de se trouver un roi véritable, issu d'une vieille noblesse européenne, et compte sur ses réseaux pour accéder à une reconnaissance officielle. Car le problème de la légitimité de cette révolution face à Gênes, celle d'un peuple face à son souverain, reste un écueil majeur pour une émancipation reconnue et acceptée des autres nations. Théodore de Nehof avait peut-être des chances de réussir, mais c'est un étranger, c'est un Allemand qui connaît bien l'Europe et qui est peut-être propulsé peut-être dans le courant de la maçonnerie stuardiste qui est en train de se mettre en Europe à ce moment-là en place avec Montesquieu, par exemple, à partir de 1732. On sait que Montesquieu est affilié à la maçonnerie à partir de ce moment-là. Nehof arrive en 1936 et les liens de Nehof avec l'Angleterre sont évidents. La belle-mère de Nehof était elle-même issue en quelque sorte de la famille royale des Stuarts qui régnait à la fois à Édimbourg et à Londres et qui a été chassée du double trône d'Écosse et d'Angleterre en 1688. Et cette belle-mère de Nehof gravite dans l'entourage jacobite du maréchal de Berwick en particulier, de Jacques II Stuart, et donc Nehof est porté par tout ce clan jacobite qui est un clan européen que l'on trouve aussi bien à Madrid qu'à Rome, par exemple. Et donc Nehof aurait pu réussir. Mais c'est peut-être un peu trop tôt. Les idées de Nehof en 1736, elles vont être reprises par Pascal Paoli en 1755. Elles vont être aussi reprises par Napoléon lui-même lorsqu'il va devenir empereur. Et on a une filiation entre les trois personnages. Mais ce que Napoléon pourra réussir à l'échelle européenne à partir de 1800-1804, eh bien, la monnaie, la Banque de France, l'armée, la Grande Armée, eh bien, Nehof, avec la monnaie en Corse, les régiments en Corse, l'indépendance de la Corse, a essayé de le faire à l'échelle d'une île, mais il préfigure ce que fera Paoli 20 ans plus tard. L'espoir suscité par l'arrivée de Nehof a toutefois été de courte durée. Nehof avait multiplié les promesses, mais aucun soutien et surtout aucune flotte alliée
n'est jamais venu épauler les insurgés dans leur combat contre les troupes génoises. Faute de canons, et surtout de canons embarqués sur des navires, le siège de Bastia s'avéra être un véritable désastre. Sur le terrain, les troupes corses font preuve de bravoure, mais armées de simples fusils, elles se trouvent rapidement incapables d'affronter la puissance militaire de Gênes et de ses armées de mercenaires. Comme auparavant, lors des premières révoltes, la rébellion reste cantonnée dans les villages de l'intérieur et subit d'importants revers dès qu'il s'agit de se confronter à une armée régulière. 7 mois à peine après son couronnement, le monarque embarque à Solenzara, dans l'anonymat et lâché de tous, abandonnant pour toujours sa couronne éphémère. Pour Hyacinthe Paoli et les autres chefs insulaires, la désillusion est cruelle. Elle l'est d'autant plus que Gênes a contracté un accord avec la France et qu'elle dispose désormais de troupes importantes dans l'île. Pour les chefs corses, il faut désormais penser à l'exil. En 1739, Hyacinthe Paoli s'embarque avec certains de ses hommes pour Naples. Il emmène avec lui son jeune fils, Pascal, laissant à Morosalia l'aîné, Clemente, en charge de la gestion des biens familiaux. L'échec de la tentative de Théodore de Nehoff, c'est finalement la conséquence de ce que, malheureusement pour lui, il n'a pas su ou pas pu, contrairement à ce que l'on en espérait, attirer vers la Corse suffisamment de soutien extérieur, géopolitique ou militaire, qui permettait aux Corses d'avoir une reconnaissance internationale face à Gênes et à sa puissance politique, diplomatique en particulier, parce que si la puissance militaire et économique génoise est affaiblie, elle a encore un poids diplomatique important. Et Nehoff n'a pas été, dans les conditions probables, suffisantes en tout cas, pour faire basculer de ce côté, en faveur des Corses, une véritable opération de séduction diplomatique et de séduction militaire qui puisse susciter chez une puissance voisine et une puissance forte telle que l'Angleterre. On connaît les liens de Nehoff avec le courant catholique jacobite écossais, par exemple, mais cette puissance possible, anglaise, ces liens écossais ou ces liens étrangers, westphaliens ou autres de Nehoff, ou liés avec l'Espagne, étant donné son long parcours avant la Corse, n'ont pas suffi pour donner du poids, du prestige et des moyens à Théodore de Nehoff, qui, rappelons-le, pour bâtir sa monnaie, a été obligé de faire fondre des crucifix, des ciboires et tout un tas d'objets de culte ou d'objets privés en argent pour avoir la monnaie qu'il souhaitait et pour créer ou essayer de créer un embryon aussi de marine. Il a manqué de moyens, même si en débarquant dans l'île, il avait subjugué un peu certains par son prestige, sa prestance personnelle, physique, et les quelques munitions et quelques financements qu'il avait avec lui à bord de son fameux bateau qui venait de Tunis. L'exil de Hyacinthe Paoli pour Naples ne marque toutefois pas la fin des émeutes. Certes, durant les 2 années qui suivent le départ de Hyacinthe, le calme semble revenu dans l'île. Mais dès 1741 et le départ des troupes françaises, l'insurrection reprend. En 1748, Gênes appelle à nouveau les Français pour l'aider à mater les révoltes. Mais ces interventions ne règlent en rien le problème, et la situation s'enlise dans une sorte de guerre d'harcèlement et d'usure. De nouveaux chefs corses ont pris le relais des précédents, mais ils se disputent le pouvoir. En 1753, celui qui a pris la tête des insurgés est assassiné dans des conditions obscures. Partout dans l'île, le chaos règne à nouveau.
Alors que la situation paraît catastrophique, en ce début de l'année 1755, un jeune homme, Pascal Paoli, fils de Hyacinthe Paoli, débarque dans l'île en provenance de Naples. C'est très compliqué de voir quelle est la situation de la Corse en 1755. Il y a le fait qu'on est à la 26e année des révolutions de Corse. C'est-à-dire, ça commence à faire lourd. 26 années, il y a une génération qui n'a pratiquement connu que la guerre. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Deuxième chose, c'est que le retour à Gênes paraît assez improbable. C'est-à-dire qu'il y a désormais, il y a tellement eu de problèmes avec les Génois que revenir en arrière, repenser les choses, refaire le lien, etc., ça paraît assez peu probable. Ensuite, il y a un jeune chef, parce qu'il a 30 ans, Pascal Paoli est un jeune chef, qui est le fils déjà d'un chef plus ancien, mais que beaucoup ont connu, qui vient et qui a des idées sur la manière dont il envisage la suite des événements, alors que les chefs précédents ont montré une assez grande incapacité à diriger les choses. À partir de ce moment-là, Paul il a un boulevard devant lui. Il a un boulevard parce que il y a l'impossibilité de retourner en arrière complètement du côté des Génois et la maturité, d'une certaine façon, ou la possibilité donnée à un chef que finalement on n'attendait pas et qui va montrer très rapidement ses qualités de gouvernant. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Pour Pascal Paoli, élevé à Naples depuis ses 10 ans, le retour en Corse n'est pas un choix aisé. D'autant que son père s'y oppose fortement. Il faut dire que Hyacinthe a mal vécu l'échec des révoltes de 1733 à 1739, alors qu'il a pris le commandement des insurgés, et qu'il ne croit pas que la Corse puisse offrir un avenir serein à son fils. Ce dernier a reçu un enseignement militaire et plusieurs perspectives de carrière s'offrent à lui, à Naples comme à Paris. Mais le jeune homme rêve d'autre chose, de quelque chose de plus grand. D'autant qu'il a bénéficié à Naples des enseignements d'Antonio Genovesi et gravite dans la mouvance de philosophes ouverts aux idées nouvelles des Lumières. Comme eux, Pascal Paoli est profondément hostile au droit divin de la monarchie absolue et à la prédominance de la naissance sur le mérite. Comme eux, il rêve d'une société plus juste, où l'ensemble des postes clés ne serait pas aux mains des aristocraties de sang. Bien sûr, ce modèle monarchique où s'impose la naissance avant le mérite, c'est un modèle qu'il rejette. Son père l'a suffisamment inspiré, l'a suffisamment formé, l'a suffisamment influencé, même si leurs relations n'ont pas toujours été sur un ton commode, pour que cette notion du mérite l'ait marqué définitivement. C'est un homme, Pascal Paoli, qui, comme Hyacinthe, son père, croit à la régénérescence de la Corse, à une forme de rejet de la vraie paralysie génoise, à un refus de l'impuissance politique, et qui croit véritablement au mérite sur la naissance. De ce point de vue-là, bien sûr, c'est un adversaire évident du vieux modèle monarchique qui existe dans une bonne partie de l'Europe de l'époque. Pascal Paoli se laisse alors convaincre par son frère aîné, Clemente, qui se trouve alors empêtré dans une révolte sans issue en proie aux luttes intestines. Le 14 juillet 1755, soit quelques mois après son arrivée dans l'île, Pascal Paoli est nommé général en chef de la nation corse, après d'ultimes négociations entre les différents chefs insulaires. En juillet 1755,
Pascal Paoli voit confirmer au couvent Saint-Antoine de Casabianca sa position de commandant et de général des Corses. On peut être un peu étonné tout de même de la prééminence absolue qu'on accorde à ce jeune homme de 30 ans qui a longtemps vécu en exil depuis 1739 avec son père Hyacinthe à Naples et qui est revenu en Corse avec discrétion mais avec détermination aussi. Est-ce que véritablement l'ensemble des chefs corses acceptent Pascal Paoli sans rechigner? Ça n'est pas absolument sûr si on s'en tient aux conditions du vote qui, rappelons-le, se fait hors de sa présence, parce qu'il ne veut pas, par sa présence, poser problème aux votants. En 1755, lors de cette fameuse consulte et de cette fameuse réunion de Saint-Antoine de Casabianca. Il ne veut pas poser problème aux votants parce qu'il y a déjà eu un précédent quelques mois plus tôt. En avril, il avait déjà été désigné. Et il avait vu un adversaire se lever contre lui, Matra, un adversaire qu'il ne réduira définitivement, par sa mort d'ailleurs, qu'en 1757. Lorsqu'il est élu en juillet 1755, Pascal Paoli, rappelons-le, ne l'est que par 16 pièves sur 66. Alors, il a bien sûr quelques opposants parmi les notables anciens officiers ou figures intellectuelles importantes qui ont eux aussi des projets politiques. Mais évidemment, le prestige de son père, passé, qui est resté, lui, à Naples, le prestige de son frère Clément, qui, lui, est resté en Corse et qui a appelé son frère, tout ce prestige familial joue. On se rend compte aussi vite que Pascal a des idées, a des projets politiques qui sont peut-être plus aboutis que certains de ses adversaires qui, militairement ou du point de vue des clans, ont des moyens forts contre lui, mais il va peu à peu s'imposer, à défaut d'être peut-être immédiatement accepté de manière aussi catégorique et aussi forte qu'on pouvait le penser par sa désignation au généralat. Le pouvoir de Paoli est alors chancelant, illégitime aux yeux de nombreux Corses, tandis qu'à Aléria, Matra se fait élire à son tour général de la nation corse. Dans les vallées de l'île, l'anarchie règne et fait parfois place à la guerre civile entre factions politiques rivales. Une première mission s'impose alors à Pascal Paoli, le rétablissement de l'ordre et de la justice dans l'île. Une mission qui allait lui faire perdre beaucoup de temps. Car Pascal Paoli a une grande ambition, construire un État nouveau, qui ne soit pas calqué sur le modèle des monarchies européennes, un État nouveau où le pouvoir n'est pas aux mains des lignées familiales, mais résulte de la concertation des représentants du peuple. Le projet de Pascal Paoli, c'est de fabriquer un État. L'erreur, je pense, de beaucoup d'historiens à un moment donné, c'est d'avoir considéré un petit peu Paoli comme le continuateur de ce qui précédait. C'est-à-dire des gens qui n'avaient en tête que de chercher une autre puissance, l'Espagne, la France, je ne sais pas. Paoli n'est pas du tout sur cette option-là. Il est sur une option véritablement de construire un État avec toutes les prérogatives, toutes les constructions normalement qui sont attachées à un État. Une monnaie, une armée, une marine, etc., etc. Il suffit de regarder la façon dont il a organisé les choses pour se rendre compte qu'on est vraiment dans la construction d'un État de type républicain, a priori, avec un État corse, voilà, qui se sortirait de la domination organisée par Gênes et qui ne serait pas, par contre, un État de type français, c'est-à-dire un État d'Ancien Régime avec le système des privilèges.
Alors, Paul est plus ou moins un centriste dans les opérations. Il a à sa droite, il a un gros club de notables avec des amis, des proches d'ailleurs à lui, Casabianca, comme par exemple Salvini, l'auteur de la Giustification, etc., pour lesquels il a une grande estime, etc., mais qui, d'une certaine façon, essaye d'amener la Corse vers justement un État d'ancien régime, c'est-à-dire avec une noblesse, un clergé, un tiers-État, c'est-à-dire pour essayer de sortir ce que les Génois leur ont refusé de cette façon. Et de l'autre côté, il a la grande masse de la population, et Paul est une espèce de situation un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il va prendre aux uns, il va prendre aux autres. Alors, suivant les lettres, évidemment, suivant la correspondance de Paul, il est plutôt d'un côté ou il est plutôt de l'autre. Il est dans une situation, oui, un peu au centre du jeu, en essayant d'amener les uns et les autres vers une construction où il y aura à la fois la partie de la notabilité dont il a absolument besoin pour organiser les choses. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il va créer l'université, parce qu'il a besoin que ce groupe-là change un petit peu aussi, et avoir des gens dont il soit plus sûr, et peut-être même qu'il va extraire de la deuxième partie, c'est-à-dire de la partie du peuple. Il va essayer mais enfin, grosso modo, ceux qui partent à l'université, lorsqu'on regarde qui c'est, on est plus près des notables que du peuple. Et en tout cas, cette université doit lui apporter les cadres administratif dont il a absolument besoin, parce qu'il y a des régions de Corse qui sont très difficiles. Il ne dispose pas de la même notabilité que dont il peut bénéficier en Balagne ou dans le Népio. Au début des années 1760, Paoli lance toute une série de réformes structurelles pour doter son État d'une véritable administration et d'une indépendance économique et militaire. Corte, au centre de l'île, est choisi comme capitale du nouvel État en 1761. Le siège des grandes administrations, comme l'Hôtel de la Monnaie par exemple, est placé dans des villages historiquement favorables au clan paoliste, notamment ceux du Népio, où Hyacinthe avait eu, en son temps, de solides soutiens. À partir de 1764, la constitution corse est à peu près stabilisée et les différents organes de l'État fonctionnent sans écueil notable. Mais les 7 grandes cités portuaires restent fidèles à Gênes, et Paoli n'a pas les moyens militaires de les prendre d'assaut. La Corse se trouve alors dans une situation ambiguë. L'île est administrée par un État indépendant, mais ces 7 villes portuaires qui concentrent toute l'activité économique appartiennent à un autre État, la République de Gênes. Face à cette réalité, le général Paoli tente de faire reconnaître son État sur le plan diplomatique et la légitimité pour un peuple à pouvoir choisir son mode de gouvernance et à s'émanciper de son souverain. Mais les vieilles monarchies d'Europe ne sont guère favorables à de telles idées novatrices. Organiser l'État, mettre en place un conseil d'État, organiser une diète, des consultes régulières, même si elles sont encadrées par des votes particuliers. Créer, en somme, une forme de députation populaire réelle ou de consultation réelle, c'est bien sûr chercher à donner une certaine dimension, disons, démocratique. Essayer ensuite, par l'appui demandé à l'Église et à l'envoi d'un visiteur apostolique en Corse. Chercher ensuite, donc, cela, c'est aussi essayer d'inscrire la Corse dans une forme de reconnaissance politique durable. Est-ce pour un modèle démocratique? On peut affirmer en partie que oui. Est-ce par un exercice démocratique du pouvoir? C'est moins évident parce qu'au fond, Paoli, en s'appuyant sur ses bases populaires et locales, a quasiment plus de pouvoir qu'un monarque. Et est-ce pour
un État indépendant autant que démocratique, ça c'est plus difficile encore à nuancer ou à trancher parce qu'il a manifestement cherché l'appui de puissances extrêmement fortes pouvant offrir à la Corse un véritable protectorat contre Gênes, et dans sa tête, on l'entend circuler et contrebalancer l'influence anglaise et l'influence française, non pas parce qu'elles étaient des monarchies, mais parce qu'elles étaient toutes deux, ces puissances-là, des puissances militaires et des puissances maritimes, c'est-à-dire des puissances ayant les moyens d'imposer contre Gênes une protection véritable. En 1768, Gênes cède ses droits sur la Corse à la monarchie française pour une période de 20 ans. Le temps pour elle de rembourser les sommes d'argent qu'elle doit à la France. Louis XV récupère alors la gestion des villes génoises de l'île et compte bien tirer profit de cette gestion. Il ne reconnaît pas la légitimité de l'État du général Paoli et condamne fermement ce peuple qui a osé se retourner contre son souverain. Il envoie alors une armée conséquente s'emparer de l'île. Le 9 mai 1769, l'armée paoliste est défaite lors d'un terrible affrontement à Ponte Nuovo. Pour Pascal Paoli, cette défaite signe la fin de son entreprise. Il comprend qu'il ne peut pas lutter contre ce qui est alors l'une des plus belles armées d'Europe et capitule afin d'éviter d'autres bains de sang inutiles. En cette année 1769, la monarchie absolue a vaincu celui qui rêvait de lui opposer un autre mode de gouvernance, fondé sur le mérite et non sur la naissance. Pascal Paoli s'embarque alors pour un exil, comme son père 30 ans auparavant. Il choisit de gagner l'Angleterre, où il possède de récentes mais solides attaches. Peut-on parler d'une véritable idéologie quand on évoque le projet public, le projet politique de Pascal Paoli? Peut-on aussi directement parler d'une logique telle qu'on l'entend dans des conceptions contemporaines ou très modernes d'indépendance? Ça n'est pas absolument sûr. Ce qu'il est permis peut-être de considérer, c'est que Pascal Paoli a édicté des principes. Il a décrété ou mis en place et fait reconnaître ce qu'il est convenable d'appeler une constitution. Son père et Théodore de Nehoff et d'autres, responsables corses, avaient, 20 ans plus tôt, édicté un certain nombre de principes qu'il était peut-être un peu rapide et un peu trop commode de qualifier aussi de constitution, mais celle de Pascal Paoli en est une. Constitution peut-être pas dans les toutes rigueurs de formes contemporaines et modernes que nous connaissons, mais c'en est une. Et il a créé un certain nombre d'institutions représentatives. Il s'est appuyé sur des consultes populaires, certes très encadrées, mais néanmoins populaires. Donc c'est une forme de gouvernement qui, selon Boswell, est la meilleure forme démocratique existante possible. Pour Voltaire et d'autres, est une forme de despotisme subtil avec un homme fort et une population déterminée. Les philosophes de l'époque se sont beaucoup interrogés sur Pascal Paoli et sa représentation politique et son projet. C'est un homme extrêmement subtil, c'est à coup sûr un homme qui a beaucoup réfléchi, mais est-il un autocrate qui s'appuie sur le peuple avec son consentement? Est-il un démocrate avant la lettre? Ça, c'est un débat qui est encore difficile à trancher aujourd'hui. Si les motivations profondes de l'homme restent aujourd'hui encore un sujet d'étude aux interprétations controversées, il ne fait aucun doute que l'expérience paoliste a eu une véritable incidence sur la fin du XVIIIe siècle, servant à la fois d'exemple et de justification des mouvements de révolte qui ont par la suite balayé les vieilles monarchies européennes, depuis le Nouveau Monde et à travers le vieux continent.
En 1776, soit tout juste 7 ans après la bataille de Ponte Nuovo, les représentants des colonies américaines adoptent la Déclaration d'indépendance, en grande partie écrite par Thomas Jefferson, et entrent en guerre contre l'Angleterre. À l'époque, Jefferson et ses hommes font référence à Pascal Paoli et à sa tentative d'indépendance de la Corse, car il se trouve dans une situation comparable. Il s'agit d'une colonie administrée localement par les représentants d'un souverain qui demeure au-delà des mers. Ils évoquent, eux aussi, la légitimité à se soulever contre, non pas ce souverain, mais les représentants locaux de ce souverain, et à choisir leur mode de gouvernance. C'est au nom de Remember Paoli, souvenons-nous de Paoli, que les troupes de Jefferson chargent l'armée anglaise. En 1789, la France entre à son tour dans une crise politique sans précédent, qui conduit le peuple à se retourner contre son souverain, à abolir la monarchie pour un mode de gouvernance plus démocratique. La France se dote à son tour d'une constitution très largement calquée sur celle des États-Unis d'Amérique. Après Franklin ou Jefferson, c'est au tour de Lafayette et de Robespierre de se souvenir de l'action de Paoli en Corse et de lui rendre hommage. À Paris, l'Assemblée nationale demande à Paoli de quitter l'Angleterre et de venir les aider à jeter les bases d'un nouvel État. Il est alors manifestement considéré comme un guide spirituel, annonciateur en son temps et même précurseur des événements qui venaient de balayer la vieille monarchie française. Devant le club des Amis de la Constitution, Robespierre rend hommage à l'ancien général de la nation corse. Vous avez défendu la liberté à une époque où nous n'osions même pas l'espérer, dit-il solennellement. En 1790, Pascal Paoli entre en Corse, mandaté par l'Assemblée nationale pour organiser l'État dans l'île. Paoli savoure ce moment qu'il a tant espéré et attendu. Mais la situation en France se dégrade, alors que le pays est attaqué sur ses frontières par les autres monarchies européennes et que ses leaders se disputent le pouvoir. Dès 1793, le pays plonge dans un régime de terreur, alimenté par des tribunaux révolutionnaires qui condamnent à mort sans relâche. Des penseurs, des intellectuels sont décapités, tandis que des massacres de population à grande échelle sont orchestrés dans les provinces françaises. La folie meurtrière prend le pas sur la raison. En Corse, le pouvoir de Pascal Paoli est remis en cause par ses anciens soutiens dans l'île. Des leaders politiques, comme Salicetti, complotent contre lui et fournissent à Paris des rapports très accablants. À l'été 1793, l'Assemblée constituante déclare Paoli hors la loi. Dans l'île, Pascal Paoli se prépare à sa dernière grande bataille et déclare la Corse une nouvelle fois indépendante. Il fait remplacer les drapeaux français par des drapeaux à tête de Maure. Mais il rencontre de multiples oppositions. Il y a tout d'abord une opposition républicaine très puissante, qui désire que la Corse reste un département français et qui peut compter sur la présence des garnisons françaises dans les cités insulaires. Il y a aussi une opposition royaliste importante, revigorée par la présence anglaise en Méditerranée et l'occupation de Toulon. Paoli, qui n'a ni marine ni armée, se résout alors à demander l'aide aux Anglais afin de maintenir la Corse dans la paix. Les Anglais s'empressent d'accepter la proposition et envoient une flotte chasser les troupes françaises stationnées dans les cités portuaires de l'île. Le choix d'un appel à la flotte anglaise en 1793 de l'amiral Hood est un choix finalement à la fois naturel, il a des liens anciens avec l'Angleterre, depuis son exil, depuis les liens de son père
et puis les liens au pouvoir avec les Anglais dans son premier exercice du généralat. Et puis, c'est la seule solution logique. Les Anglais sont présents en Méditerranée pour faire face à une France qui manifestement le menace et le décrète d'accusation. Il n'a que le choix, en termes de puissance équivalente et forte, ayant une marine, là encore. Il n'a que le choix de faire l'appel aux Anglais. Et il est persuadé que ce moment-là, ce choix-là, sera temporaire et qu'il aura ainsi l'opportunité de retenter, de rendre à la Corse, non pas l'indépendance, mais la liberté consciente qu'il a essayé de lui offrir à partir de 1755. Il n'a pas d'autre puissance sous la main, si je puis dire. L'Europe du XVIIIe siècle se divise en gros en deux camps, deux types de monarchie. La monarchie de type français, que l'on appelle la monarchie absolue, qui est en fait une monarchie plutôt administrative qu'absolue, mais où il y a une devise, rex lex, le roi, c'est la loi. Et puis on a un deuxième éclairage européen, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a fait sa révolution dès 1642, avec le roi Charles qui est monté à l'échafaud bien avant Louis XVI, 150 ans avant Louis XVI, puis une deuxième révolution, celle de 1688, et l'Angleterre représente l'autre type de monarchie, la monarchie parlementaire, avec des chambres, la Chambre des communes, la Chambre des lords, qui temporisent le pouvoir du roi. En France, le roi est le souverain. En Angleterre, s'il y a toujours aujourd'hui une reine, c'est parce que ce souverain n'a presque pas de pouvoir par rapport au Parlement. Et par conséquent, l'Angleterre, c'est le phare des Lumières. Montesquieu va se faire affilier à une loge maçonnique à Londres en 1732. Et par conséquent, l'Angleterre représente la liberté et la France représente l'absolutisme. Et donc un homme des Lumières comme Pascal Paoli ne peut qu'être séduit comme Montesquieu, comme Rousseau, qui va à Londres lui aussi, par l'Angleterre. Et il est évident qu'il a été élevé à l'étranger, il a été élevé à Naples. Après Ponténove, il va dans la patrie de la liberté, c'est-à-dire l'Angleterre, où il est pensionné par Georges III de 1769 à 1790, d'où une grande reconnaissance vis-à-vis du souverain britannique. Et après, au moment de 1793, lorsque la France, c'est la France de la terreur, il ne faut quand même pas oublier qu'on vient de guillotiner Louis XVI, on vient de guillotiner Marie-Antoinette, et l'Angleterre, ce sont les vaccins, c'est Jenner, c'est les sciences, bientôt c'est Fulton, c'est les premiers bateaux à vapeur, ce sera les premières locomotives. L'Angleterre représente le progrès et la France représente la terreur. Et donc, lorsque la Convention va condamner Pascal Paoli en tant que traître à la patrie, eh bien, s'il était monté à Paris, il risquait sa tête. Et par conséquent, il se rallie à l'Angleterre, d'où le royaume anglo-corse de 1793-94 jusqu'en 96, et la fin de sa vie, les 11 dernières années, à Londres. Paoli a demandé la protection des Anglais, mais ceux-ci entendent intégrer la Corse dans leur possession. La première chose qu'ils font, c'est de mettre hors jeu Paoli, afin d'avoir les coudées franches. Le vieux dirigeant insulaire se rend compte que le marché est en réalité un marché de dupes. Tandis que l'armée française, sous le commandement d'un jeune officier d'origine corse, Napoléon Bonaparte, chasse la flotte britannique de Toulon, puis reconquiert l'île de Corse. Pascal Paoli se voit contraint d'abandonner sa si chère terre natale. Il part pour un dernier exil, solitaire, laissant derrière lui ses combats et ses idées en héritage. Paoli a laissé un souvenir en France qui est assez méconnu, alors qu'aux États-Unis, on a 5 villes qui s'appellent des Paoli City,
Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, on s'est battu aux États-Unis pendant la guerre d'indépendance américaine de 1776 au cri de Remember Paoli, par exemple. Et on doit savoir que les liens que Paoli avait avec Maria Cossuet font que Paoli est très connu aux États-Unis. Le frère de Maria Cossuet, qui est architecte, c'est lui qui a construit le Capitole pour Washington. Il y a beaucoup de Corses avec la fameuse auberge de Paoli, Paoli Inn, en Pennsylvanie. Et on a au Massachusetts, on a en Pennsylvanie des villes qui s'appellent des Paoli City. Et il est une des grandes figures des intellectuels révolutionnaires et indépendantistes et constitutionnels avec ses projets de 1755 qui sont publiés, sa constitution de 55 dans le chapitre 4 du Boswell par exemple, et on dit qu'il y a une influence, et elle est sûrement réelle, sur Jefferson dans les années 1776 au moment de la Constitution américaine. Si l'histoire de France a quelque peu oublié le rôle de Paoli et de son expérience en Corse dans la chaîne des révolutions, son héritage est bien présent chez les grands personnages qui ont marqué à sa suite l'histoire du pays. En effet, et malgré ce que certains ont bien voulu laisser croire, le jeune Napoléon, né à Ajaccio en 1769, avouait une vraie et profonde admiration pour Pascal Paoli et pour son action dans l'île. Napoléon s'inscrit, quoi qu'on en dise, dans la lignée intellectuelle de Pascal Paoli. Et si les deux hommes ont fait, à certains moments, des choix qui les ont opposés, ils n'ont jamais cessé d'éprouver un profond respect et une vraie admiration l'un pour l'autre. Faire de Paoli et de Bonaparte ou de Napoléon des ennemis jurés, c'est oublier que, contrairement à ce que prétendent du reste beaucoup d'historiens, la carrière de Napoléon, la carrière politique, la carrière militaire, n'a pas commencé qu'à Toulon. Elle a commencé en Corse. Elle a commencé en Corse dans les années 1790, 92 et 93, d'abord sous l'inspiration, l'admiration aussi, qu'il ressentait pour Paoli, mais sous la direction, ou du moins sous la conduite d'un Paoli revenu au pouvoir. Bonaparte a été officier corse et sincèrement paoliste. La rupture ne vient pas d'un rejet de Paoli, vient probablement d'un conflit de génération. C'était une jeune génération, que ce soit lui ou Pozzo di Borgo, qui avait soif de pouvoir et d'ambition, qui espérait et qui pensait pouvoir rendre à la Corse un certain nombre de services majeurs. Le vieux Paoli était à la fois un modèle, un exemple, et puis au bout d'un moment, sans doute, un peu un gêneur. Mais soyons clairs, Bonaparte n'a plus le choix. Il quitte la Corse parce que les perspectives d'une carrière corse lui échappent à présent définitivement. Mais il ne voue pas pour autant une haine décisive à Pascal Paoli lui-même. Du reste, il entrera en négociation avec lui, devenu premier consul en France, par l'intermédiaire de Maria Cossuet de Fesch dans les années 1802-1803. Paoli ne se dédiera pas et n'acceptera pas finalement de transiger, mais il appellera, alors que ça n'était pas le cas, Napoléon toujours son filleul, ce qui est une forme d'affection en tout cas. Et on dit aussi qu'il a fait notamment pavoiser son hôtel et éclairer son hôtel, illuminer son hôtel londonien lors de la victoire d'Austerlitz. Donc, l'admiration est restée forte entre Napoléon et Paoli. D'ailleurs, Napoléon, dans le mémorial de Sainte-Hélène, aura des mots extrêmement subtils sur Pascal Paoli, son œuvre et son exemple. Mais celui qui répond peut-être le mieux à cette question-là, c'est Stendhal, qui dit que Napoléon a fait sur un grand modèle, mais en s'inspirant des mêmes idées, ce que Paoli avait réalisé en Corse, pour la France. Pour bien comprendre ce qui lie Napoléon à Paoli, il faut nous arrêter un instant sur la vie du père de Napoléon.
Charles Bonaparte, un homme qui a été jusqu'à la bataille de Ponte Nuovo le secrétaire particulier du général Paoli. Sans Charles Bonaparte, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Napoléon. Charles Bonaparte, il est à la fois, et c'est ce qui est prodigieux dans cette histoire des Bonaparte, il est à la fois typique de la société corse de l'époque et il va permettre le destin extraordinaire de son fils qui va devenir empereur des Français et de la moitié de l'Europe. Pourquoi il est exemplaire de la société corse? Parce qu'il appartient à cette élite cultivée du XVIIIe siècle en Corse. C'est quelqu'un qui a été formé à Pise et à Rome, qui, lorsqu'il a eu sa formation terminée, a fait le choix de rentrer auprès de Paoli, et il a travaillé auprès de Paoli comme juriste, et puis ensuite parce qu'il maîtrisait parfaitement l'italien au point d'écrire des poèmes en italien, et le français, et donc il aura un engagement profond auprès de Paoli. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'itinéraire des Bonaparte. Les Bonaparte, ils arrivent en Corse, ils viennent de Lunigiana. Alors c'est quoi la Lunigiana? C'est une région entre la Toscane, Florence, et la Ligurie, Gênes. Les plus grandes villes, c'est La Spezia, ce sont des petites villes. Et Fernand Braudel a bien expliqué que la Lunigiana, c'est une sorte de Corse continentale, c'est-à-dire une zone montagneuse un peu arriérée. Et quand on voit les maîtres maçons qui viennent en Corse au XVIIe siècle, on voit qu'ils viennent de Lunigiana parce que leur savoir-faire n'est pas assez intéressant pour les Toscans ou pour les Génois. En Corse, oui, surtout au début du XVIIe. Après, il y aura de grands architectes. Et la Lunigiana, c'est cette terre un peu arriérée, et les Bonaparte viennent de là, ils viennent de Lunigiana, même si Joseph va raconter qu'ils venaient de Toscane et de Florence, ils viennent de cette région, et ils viennent pourquoi en Corse? Les Bonaparte viennent en Corse comme capitaines au service de la République de Gênes. C'est-à-dire que la République de Gênes va les chercher, ils viennent en Corse et ils sont là pour abattre les grandes familles féodales corses qui se sont révoltées contre Gênes. Et ils vont servir à ça. Petit à petit, parce que ce sont des capitaines, qu'ils ont de l'argent, parce que c'est des gens qui appartenaient à un certain milieu social en Lunigiana, ils vont réussir à se marier et intégrer la bonne société. C'est comme ça qu'ils vont épouser, l'un d'entre eux va épouser une fille botte et qu'ils vont rentrer à la maison Bonaparte par mariage en 1686. Mais ce n'est pas une famille noble. Et ils vont demander à la République de Gênes de les reconnaître comme nobles. Et la République de Gênes ne voudra pas. Et ça explique toute la démarche de Charles Bonaparte. C'est-à-dire que Charles Bonaparte, il est juriste, il appartient à une famille qui a donné des hauts personnages dans l'administration ajaxienne, il parle plusieurs langues, il aime la poésie, il aime la musique, et il a le sentiment que son statut n'est pas reconnu. Donc, quand il revient d'Italie, il est ravi d'être intégré par Paoli dans son staff pour réfléchir aux questions juridiques que pose l'organisation de la Corse indépendante. Et on se demande comment Charles Bonaparte peut passer de cet engagement dans la Corse indépendante auprès de Paoli à son asservissement auprès de Marbeuf dans la Corse française. C'est pour la même raison. C'est-à-dire qu'autant la République de Gênes ne reconnaissait pas la noblesse à la moitié de ces familles qui montaient Corse, elle reconnaissait seules quelques rares familles comme nobles, les Ornano, les Della Rocca, elles étaient très rares, les Bozzi. Mais avec Paoli, la noblesse, ça ne compte pas. Il cherche des gens compétents pour organiser la Corse. Et ensuite, quand Paoli est battu, après Ponteno qui s'en va, Charles Bonaparte, comme tous les hommes de Paoli, est libéré de sa fidélité à Pascal Paoli. Et là, il est attiré par le parti français, parce que le parti français va être beaucoup plus intelligent que la République de Gênes et va reconnaître à ses familles la noblesse. Donc, quel intérêt a Charles à aller du côté des Français? C'est que, 1, sa noblesse est reconnue, 2, il est intégré dans le staff du comte de Marbeuf, où le fait qu'il parle couramment très bien le français lui est une aide précieuse, et en échange de ça, il va demander des bourses pour ses enfants. Et le système français, qui est en train d'organiser la Corse dans le cadre français, est ravi de trouver des cadres, comme Charles Bonaparte, pour travailler à la nouvelle construction de la Corse française. Et ils sont tout à fait prêts à prendre en charge l'éducation de gamins comme Napoléon Bonaparte, parce que pour les générations futures, ça sera les futurs cadres de la Corse. Bon, on sait que Napoléon va complètement dépasser ce parti pris initial pour aller vers un destin beaucoup plus ambitieux. Le ralliement à la France de Charles Bonaparte a été vu par certains comme une trahison.
et notamment son engagement auprès du comte de Marbeuf, qui a administré l'île d'une main de fer, traquant les paolistes jusque dans les montagnes de l'île. Mais il ne serait pas juste de reprocher à ce père de famille d'avoir joué la carte de l'avenir, tant pour lui que pour ses enfants. Il serait réducteur de penser que Charles Bonaparte n'a agi que pour l'obtention d'un titre de noblesse. Non, il y a aussi chez l'homme un vrai désir de se rendre utile à son pays et à l'aider à construire un futur moins sombre que les perspectives offertes par 40 années de guerre et de misère. Charles est un homme qui, en 1769, à Ponténove, a 23 ans. Et donc, à 23 ans, l'avenir est devant lui. Paoli en a 40 et quelques, presque 50. Il a déjà une grande partie de sa vie, surtout à l'époque, derrière lui. Et donc, il est évident que se raccrocher à la monarchie française, c'est un avenir pour ses enfants. La Corse a toujours été dans la tradition du service à l'étranger. Venise, Gênes, Madrid, Candie, les îles de Zante, l'Empire ottoman. Et par conséquent, on était en Corse dans une tradition de service. Sampiero était colonel de François Ier, il était colonel d'Henri II. Et donc Charles, il est dans cette tradition, dans un préside Ajaccio, qui est un préside génois, et la France va offrir à ses enfants ce qu'elle offre aux Pozzo di Borg, ce qu'elle offre aux Istria, ce qu'elle offre aux Ornano, c'est-à-dire des places. Le maréchal d'Ornane était fait maréchal par Henri IV. Le fils d'Alphonse d'Ornane était fait maréchal par Louis XIII. Il ne faut pas oublier que toute cette Corse du XVIIIe siècle est très proche de Marseille et est très proche de Livourne, et que les deux plus grandes villes corses de Méditerranée, c'est Marseille et c'est Livourne, c'est pas Bastia et Ajaccio. Ajaccio, c'est 4500 habitants lorsque Napoléon est né, alors que Marseille, c'est 80 000 habitants. Et donc, la France offre des possibilités de carrière aux jeunes Corses, y compris aux filles. Charles va mettre sa fille à l'école de Saint-Cyr, créée par Madame de Maintenon, juste à côté de Paris. Et la France, c'est la promotion pour les élites corses, soit dans l'armée, soit dans la marine. Luce de Casabianca, par exemple, donc, qui va être tué à Aboukir, c'est une promotion offerte aux élites. Quoi qu'on en dise, le jeune Napoléon doit beaucoup à son père. Car c'est grâce à lui, à son érudition et à son engagement auprès du comte de Marbeuf, qu'il a pu recevoir une formation exemplaire, à Brienne, puis à l'école militaire de Paris. Durant cette période, Napoléon a souvent écrit à son père pour lui demander de lui adresser des documents et des manuscrits sur l'histoire de la Corse, et plus précisément sur l'histoire des révolutions corses. Recueils et manuscrits qu'il savait se trouver dans la bibliothèque de son père. Il faut imaginer ce qu'est le petit Napoléon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé au niveau de sa pensée politique, au niveau de sa vision historique, au niveau de ce qu'il souhaitait dans l'organisation d'une société. C'est quelqu'un qui travaille très jeune sur ces questions, qui est passionné d'histoire, qui lit des récits, des textes relatifs à l'organisation aussi bien de l'Empire romain dans l'Antiquité que de l'Empire ottoman de son temps. C'est quelqu'un qui est très intéressé par toutes ces questions. Ensuite, il est fasciné par l'expérience de Paoli. Mais quand il est chassé et qu'il a des opportunités extraordinaires, il faut imaginer quand même qu'il est à la tête de la France, qui est le pays le plus important d'Europe occidentale à ce moment-là, la France qui vient de vivre la Révolution, où les enjeux politiques sont quand même passionnants. On comprend qu'il renonce à la Corse. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'en même temps, il y ait eu un renoncement à tout ce qui avait été l'histoire paolienne au sein de paoliste, au sein de sa famille. Je pense qu'ils y sont toujours très attachés. Mais le destin du jeune Bonaparte le guide hors de son île natale. En 1793, lors de la constitution du royaume anglo-corse, les Bonapartes sont considérés, du fait de leur attachement à la France, comme des traîtres à la cause paoliste.
Un mandat d'emprisonnement est prononcé contre tous les membres de la famille en mai 1793, lors d'une consulte à Corte. Des troupes, fidèles à Paoli, se dirigent alors vers la maison natale de Napoléon, à Ajaccio. Sa mère Laetitia et ses sœurs, prévenues par quelques fidèles alliés, ont juste le temps de quitter la ville, la nuit précédant la mise à sac de leur demeure. Napoléon les rejoint un peu plus tard et organise le départ de sa famille pour la France, tournant définitivement le dos à toute implication politique dans l'île. Pour certains historiens, l'épisode du sac de la maison Bonaparte à Ajaccio a profondément marqué le jeune Napoléon, suscitant chez lui un rejet de la Corse. Mais cette interprétation des événements qui suivent le départ de l'île ne fait pas l'unanimité, car la Corse semble avoir toujours tenu une place particulière chez Napoléon, dans la mémoire de son enfance, mais aussi dans son cœur. Bien sûr, Napoléon au pouvoir ne se rendra plus en Corse lorsqu'il sera empereur. Il n'y a été qu'une fois, au retour d'Égypte en 1799, c'est la dernière fois qu'il y est venu. Les affaires, les préoccupations politiques, militaires, diplomatiques, la gestion de l'Empire ensuite à partir de 1804, tout cela semble l'avoir éloigné définitivement de la Corse. La réalité est tout de même plus nuançable. Il a certes cherché à se séparer d'une partie de ses biens de famille, mais il n'a jamais cessé de considérer la Corse comme étant une part de sa famille. Il y a essayé de réformer bien des choses. Il y avait institué les arrêtés Miot lorsqu'il était premier consul. Il y a renforcé un certain nombre de dispositions économiques étant empereur, notamment par des décrets en 1811 et 1812. Il y a aussi instauré une forme de bilinguisme. Donc, il s'est énormément soucié de la Corse, même si dans sa correspondance, ça apparaît parfois sous des termes extrêmement durs ou plus nuançables. Et puis, au moment du mémorial de Sainte-Hélène, il a encore édicté un certain nombre des projets qu'il avait souhaités pour la Corse, et notamment un code rural, un certain nombre de dispositions profondes. Ces projets-là seront largement repris, développé et réalisé par son neveu Napoléon III. Napoléon est un enfant corse qui grandit en Corse jusqu'à l'âge de 9-10 ans à peu près, et qui est pétri de culture corse, d'histoire corse, de langue corse. Il va se franciser lorsqu'il va partir au collège d'Autun, puis ensuite à Brienne, mais on voit bien dans les mémoires de Lascaz, comme pourrait le dire Françoise Dolto, on ne guérit jamais de l'enfance. Et c'est vrai que Napoléon est un enfant corse arrivé au pouvoir à la tête de l'Europe, et on trouve, y compris dans le Code civil, de très nombreuses références à ce qui se passait en Corse et à ce qu'il a fallu détruire en matière successorale, et on voit bien les idées de Napoléon qui sont confiées à Portalis en matière de partage, par exemple, de succession, de cadastre, et Napoléon a été pétri par son enfance corse, par ses parents qui s'aimaient, par ses grands-mères, par ses arrière-grands-parents, parce que Napoléon est un des rares enfants corses de l'époque à avoir connu ses arrière-grands-pères, Pietrasante et Ramolino, alors que l'espérance de vie à Ajaccio était de 25 ou 30 ans. Il a connu des gens qui étaient nés à l'extrême fin du XVIIe siècle. Et c'est un enfant corse élevé dans un milieu de jésuites, même si le collège jésuite d'Ajaccio vient de fermer avec l'expulsion des jésuites de l'ensemble du royaume de France. Il est nourri par ses pères jésuites, par l'abbé Recco également, qu'il a élevé, et c'est un matheux qui fait ses problèmes de maths, ses calculs sur la terrasse de la maison de la rue Malherbe, qui n'est pas encore couverte par la galerie que son père va construire, et il est dans une petite cabane sur cette terrasse que son père a fait construire pour lui, pour qu'il ne soit pas dérangé par ses très nombreux frères et sœurs, et c'est un enfant que l'on voit aller travailler au Casone, comme on le raconte encore aujourd'hui légendairement. C'est vraiment un enfant corse qui a grandi face à la mer, qui lui sera fatale, aussi bien à Aboukir qu'à Trafalgar, et qui a grandi
à côté de la citadelle, dont le premier gouverneur a été un des ancêtres de sa maman. Et tout petit, il allait échanger le bon pain blanc que lui donnait Laetitia contre le pain noir des soldats. Et Napoléon, il grandit, quand on regarde cette rue Malherbe et que l'on sort de la rue Malherbe, il grandit dans ce qui sera sa vie plus tard, le pouvoir politique, c'est-à-dire la maison où Marbeuf descend régulièrement, et l'évêché, le concordat plus tard, qui se trouve à droite, donc à côté de la maison Pozzo di Borg, et il grandit au centre de ces trois pouvoirs, la citadelle, l'évêché et Marbeuf. En juin 1793, Napoléon et sa famille s'installent donc à Marseille. À partir d'août 1793, le jeune homme, alors capitaine d'artillerie, regagne les rangs des troupes françaises qui font le siège de Toulon, passé aux mains des Anglais. Durant ce siège, le capitaine corse s'illustre brillamment. Il est fait général de brigade le 22 décembre 1793, alors que la flotte britannique a été contrainte de quitter la rade de Toulon et de libérer la ville. Cet épisode glorieux lance la carrière militaire de Napoléon. À partir de 1795, Napoléon s'illustre dans de nombreuses opérations militaires pour défendre la Convention nationale, alors attaquée par des armées royalistes, pour défendre le territoire français, agressé à ses frontières par les vieilles monarchies européennes, mais aussi pour protéger les intérêts économiques de la France en Méditerranée et au Proche-Orient, menacée par une coalition ottomane et britannique. Ses succès lui offrent la reconnaissance et la popularité, qui lui permettront de prendre le pouvoir en tant que premier consul, puis de se faire couronner empereur des Français, le 2 décembre 1804, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'homme, alors âgé de 35 ans, savoure sa réussite exemplaire. Il murmure à ses frères, non sans fierté, « Si notre père nous voyait ». Une phrase qui pourrait passer anodine, mais qui en réalité montre la vraie reconnaissance de Napoléon pour celui qui lui a permis cette solide formation intellectuelle, sur laquelle il a construit son destin. Une phrase qui souligne également l'attachement du jeune empereur à ses origines corses et à son histoire familiale. Certains auteurs, lorsqu'on dit que Charles Bonaparte avait une bibliothèque de 1200 ouvrages, c'est ce qu'ils vont déclarer notamment beaucoup plus tard en 1796, certains auteurs disent que ce n'est pas possible. En même temps, on se rend compte que dans les grandes familles corses, il y avait des bibliothèques extrêmement riches à cette époque-là. Alors les bibliothèques de cette époque-là, elles sont riches majoritairement d'abord en ouvrages religieux, mais après aussi en ouvrages littéraires et beaucoup d'ouvrages historiques qui ont un intérêt politique. On compare les différents systèmes de gouvernement. Et là, on voit que les élites corses ont une vraie culture historique, une vraie culture littéraire et une vraie culture politique. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait leur engagement à partir de 1729 dans ce qu'on appelait les révolutions de Corse. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision globale de ce qu'était la gouvernance d'une île, un royaume, puisque la Corse était depuis 1297 un royaume, et ils avaient cette culture qui leur permettait ça. Et on le voit bien chez Charles Bonaparte, on le voit chez Napoléon Bonaparte. Napoléon, son frère Joseph raconte que lors d'une permission à Ajaccio, Napoléon arrive avec 3 malles. On pourrait penser qu'il y a des malles de vêtements et de cadeaux pour sa famille. Il y a 2 malles de livres et une malle pour tout le reste. Et on voit que cette culture est fondamentale pour eux. Et Napoléon disant les livres ont toujours été mes seuls amis, ce sont aussi ses outils principaux. On voit que c'est quelqu'un qui sait que la formation c'est important et pour qui la documentation est un outil de guerre, c'est une machine de guerre. Les livres, tout ce qu'il lit, ça va lui servir pour voir l'organisation de l'Empire français, pour connaître les États qui sont autour. On voit qu'il y a un rapport à la culture qui est vieux dans la société corse, qui a été fondamental, même je pense juste après la Seconde Guerre mondiale, qui a permis aux Corses de trouver des emplois. Mais on voit qu'il y a une culture générale qui est très élevée en Corse. Alors c'est amusant, parce que d'un côté on n'a pas les palais
palais italien, on n'a pas les hôtels particuliers. Ces grandes familles ne se promènent pas en carrosse, mais elles ont le capital culturel d'un très haut niveau, d'une famille européenne d'un très bon niveau. Et ça, je pense que ça explique beaucoup de choses dans l'histoire de la Corse. Et on le voit bien avec Charles Bonaparte. Charles Bonaparte est quelqu'un qui adore l'opéra. Il est capable de citer des livrets de Métastase. Par exemple, quand on lui demande « Vous n'avez pas été embêté de laisser Pascal Paoli comme ça ?» Et il répond par un air de Métastase « Lasciar l'amico, ah no, sin vil non sono ». Et après, il chante un air de l'Olympiade de Métastase qui a été mise en musique par Vivaldi, par Caldara, par Pergolese, Lo seguitai felice quando era il ciel sereno, nelle tempeste in seno, ou encore Lo seguirò. Ça vous montre sa culture qui était vraiment celle d'une culture aristocratique de l'époque. On sait qu'il dépense de l'argent, qu'il a des dettes pour son maître de musique, pour une flûte qu'il achète à Rome. On sait qu'à Ajaccio, il paye un maître de musique. On le voit écrire des poèmes dans un italien un peu amphigorique pour nous, mais qui rappelle Guarino et dans les grands poètes de l'époque baroque. Pour Marbeuf, d'une part, il écrit des poèmes pour Marbeuf. Et on sait aussi qu'il a écrit un poème pour Pascal Paoli. Il décrit la Corse comme une pastorella infida qui aurait été infidèle à Paoli à un moment donné. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit que le capital culturel de ces élites corses est très élevé. Et je pense que c'est ce qui explique comment, dans une petite île comme la nôtre, montagneuse, relativement pauvre, il y a cette élite qui s'engage sur les chemins de la reconquête du pouvoir dans son île. Et je pense que ça n'était possible que par le capital culturel qu'elle avait dans le domaine historique, dans le domaine culturel. Et c'est aussi ce qu'elle cherche à donner aussi, par exemple, dans son engagement, c'est son investissement dans les très belles églises baroques du XVIIe et du XVIIIe siècle, ou alors des oratoires de confrérie et des très beaux tableaux que cette élite achète en Italie. Il y avait ainsi une vieille tradition d'érudition dans les familles insulaires. Une vieille tradition qui s'est exprimée au travers des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, favorisant les parcours exceptionnels de nombreux officiers militaires ou d'ecclésiastiques renommés au service de la papauté ou de puissants rois d'Europe. Il ne faut pas oublier qu'il y avait plus de 600 prêtres d'origine corse à Rome au début du XVIIe siècle, ainsi que des milliers d'officiers et sous-officiers corses au service des armées d'Occident, en Espagne, en France, à Naples, à Venise, à Gênes. La fin des guerres féodales, puis du péril barbaresque en Méditerranée, a permis à la société corse de se libérer de son carcan de misère et de construire son avenir, en envoyant ses enfants étudier dans les meilleures universités italiennes ou françaises. Même dans le rural, les livres et leurs enseignements ont pénétré les villages de la montagne insulaire, offrant à toute la société corse un bon niveau de culture générale. Il existe ainsi une véritable corrélation entre cet effort éducatif et l'émergence, dans l'île, au XVIIIe siècle, d'une élite intellectuelle de premier rang, participant pleinement à la construction en Europe d'un nouveau système de gouvernance des peuples. Si la Corse a donné autant de figures célèbres, dont Hyacinthe et Pascal Paoli, et bien entendu Napoléon Bonaparte sont les emblèmes, c'est justement parce que ces élites étaient très au fait des avancées idéologiques de leur temps. Il ne faut pas y voir un hasard, mais la consécration d'un modèle éducatif particulier, élaboré autour d'un engouement réel pour les sciences politiques et historiques, et le désir profond d'accéder à une reconnaissance jusqu'alors ignorée par les élites coloniales. À cet égard, Napoléon s'inscrivit pleinement dans une vieille filiation intellectuelle qui remonte au moins à Sampiero Gorso et aux vieilles lignées seigneuriales. Une antique filiation qui forme comme une longue chaîne d'excellence au fil de l'histoire insulaire.